bonjour, je suis toujours ravie de vous retrouver sur Télésud pour un nouveau numéro des mots et débats. Vous êtes fidèles à cette émission qui donne la parole aux auteurs francophones. L'invitée du jour, elle vit à Paris, elle est martiniquaise, elle est née à Fort-de-France. Elle est auteure de pièces de théâtre, peintre, vidéaste. Son premier roman vient de paraître. Gaëlle Octavia, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Bon, merci d'être avec nous sur Télésud. Alors, vous êtes l'auteur, c'est ce premier roman, ça s'appelle La fin de Mame Babi, voilà, aux éditions Gallimard, collection Cantine Noire. Mais on vous connaît aussi pour avoir écrit des pièces de théâtre comme Le Voyage, Le Congre et le Homard, et puis aussi Cette guerre que nous n'avons pas faite. Alors, découvrons tout de suite, en première partie, le livre La fin de Mame Babi. Gaëlle Octavia, c'est une question en bref. Pourquoi ce prénom masculin, Gaëlle Octavia? Ah, je n'avais pas préparé cette question. Bah, c'est un choix de mes parents, c'est mon vrai prénom, c'est comme ça que je m'appelle à l'état civil. Oui. Alors je me suis beaucoup posé cette question. Mes parents n'y ont jamais vraiment répondu. C'est-à-dire que c'est très mystérieux, sachant que ma sœur aussi a un prénom un peu ambigu. Donc, Oui. Et sachant aussi que les gens qui connaissaient mes parents avant qu'ils aient des enfants garantissent qu'ils ont toujours dit qu'ils voulaient 2 filles. 2 filles, ouais. Donc la réponse simpliste à cette question est fausse. Ouais. Je pense que mes parents ont voulu me donner symboliquement un prénom qui soit à la fois... Enfin, ils étaient contents d'avoir des filles, mais je pense qu'ils étaient conscients peut-être du machisme de la société. Et ils ont voulu symboliquement, à travers des prénoms, nous donner tous les privilèges qui sont en général l'apanage des garçons. Voilà. Merci de votre réponse. Alors, c'est l'histoire de votre roman, La fin de Mame Babi, aux éditions Gallimard. Alors, vous dites que ça se passe dans une petite ville, le quartier. Vous nommez pas le quartier. Pour quelle raison? Pour un peu dérouter le lecteur? Non, je crois que... Alors, j'ai voulu faire inventer cet endroit fictif, effectivement, le quartier, ne pas le situer. Ça me permettait de le nourrir, en fait, de plusieurs endroits. Donc, ce quartier se nourrit de divers lieux où j'ai vécu dans ma vie. On peut en citer essentiellement 2, qui sont mon quartier d'enfance en Martinique. Donc, c'est la cité aux Anames Batelières à Chelcher en Martinique, où j'ai grandi, où j'ai vécu de 0 à 17 ans à peu près. Et que j'ai pu, justement, par le pouvoir de la fiction, transplanter dans ce lieu qu'on devine plutôt en France hexagonale, plutôt dans une banlieue d'une grande ville. On peut imaginer que c'est une banlieue de Paris. Oui. Ça ne l'est pas forcément, mais c'est là, Oui. c'est là qu'on a l'impression que ça se situe. C'est dans une banlieue. Et donc voilà, donc, le fait de l'appeler le quartier, de ne pas le définir plus que ça, me permettait d'y injecter des caractéristiques de mon quartier de Martinique et aussi d'une ville de banlieue française, de banlieue parisienne où j'ai vécu quelques années, qui est Évry. Oui. Voilà, donc on trouve, les gens qui ont vécu à Évry retrouvent des caractéristiques de cette ville dans ce quartier tel que je le décris. Et d'ailleurs, quand vous dites, on comprend qu'on est dans une banlieue parce que banlieue, c'est synonyme tout de suite de violence. Vous dites, voilà, c'est comme si la violence était arrivée avant les habitants. On a toujours connu cette violence. Oui, et en tout cas, c'est ce qui apparaît dans le regard des autres, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que, effectivement, le roman commence par cette espèce de prologue où je parle du quartier et où j'insiste sur le fait que la violence préexiste aux habitants, en fait. Et c'est vrai que quand on grandit, quand on vit dans un de ces quartiers qui sont un peu étiquetés, quartier chaud, quartier difficile, Oui. on ne naît pas violent, en fait. Non. Et on est ce qu'on est. Il y a des gens violents, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a toutes sortes de gens absolument normaux dans ces quartiers, mais ils ont l'étiquette, voilà, ils ont l'étiquette de leur quartier. Donc, en fait, on leur attribue quasiment cette violence, même avant qu'ils n'aient fait quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu dire aussi, c'est que, en fait, ces quartiers sont porteurs un peu d'un sceau violence que leurs habitants sont obligés de porter. C'est un fardeau qu'ils n'ont pas forcément choisi et qu'ils doivent cependant assumer. Dans votre roman,
Il y a 4 femmes qui se croisent, 4 histoires, 4 destins. Le premier, c'est celui de Mariette. C'est une femme qui vit recluse dans son appartement et en fin de compte, elle a besoin d'une infirmière qui s'appelle Aline. Mais Mariette, tout d'abord, c'est une femme qui a vécu énormément de tragédies, de drames. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, puisque déjà on peut dire qu'elle est née dans une famille très croyante, très pratiquante. Oui, alors Mariette, c'est une fille qui n'a pas eu de chance dans la vie, on va dire. Oui. C'est une femme qui n'a pas eu de chance dans la vie. D'abord, elle naît dans cette famille, d'ailleurs dont elle dit que c'était plutôt une famille aimante, mais effectivement une famille extrêmement stricte, extrêmement religieuse, et où finalement le tempérament naturel de Mariette, qui est une fille qui rêvait de liberté et d'évasion, était brimé. Et puis, elle avait un frère, elle a toujours d'ailleurs un frère, qui s'appelle Léopold, qui était très clairement le favori de leur mère. Donc, voilà, sa première malchance, c'est ça, c'est naître dans une famille quand même extrêmement rigide, et en plus avec ce frère qui lui vole totalement l'amour, la place. Voilà. Et puis, la suite de sa vie ne vient pas démentir cette idée qu'elle n'a pas beaucoup de chance, la pauvre Mariette, puisque elle va rencontrer des hommes avec qui ça ne va pas marcher, donc elle ne saura pas garder les hommes qu'elle aime. Et puis elle aura ce fils terrible qui sera la terreur, en fait, qui deviendra la terreur du quartier, Pierre. Et qui finira par mourir de cette violence qu'il a cherchée, qu'il a recherchée et qu'il a faite, qu'il a imposée aux autres. Donc il va mourir assez jeune, il va mourir à 21 ans. Donc ça, c'est le grand drame de la vie de Mariette. Donc on a l'impression qu'à tout niveau, sa vie lui a échappé, alors que finalement, c'est une fille qui promettait, c'est une fille qui avait du tempérament, c'est une fille dont je dis qu'elle était plutôt belle. Oui. Et puis, tout s'est effondré, en fait. Au fur et à mesure, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Oui. Mais il lui reste Aline, qui est c'est la seule personne du quartier qui vient la voir tous les jours, qui l'écoute et sur laquelle elle peut compter, en fait. Alors, dans votre roman, ça peut surprendre le lecteur parce que Mariette appelle ces personnes, ces femmes qui viennent l'aider, la petite noire, la petite blanche. Donc au début, je me dis, tiens, donc c'est une femme blanche, une personne âgée, blanche, qui n'a pas l'habitude de côtoyer les gens de couleur, on va dire. Et en fin de compte, non, Mariette aussi est quelqu'un de couleur. Alors, est-ce qu'elle fait un rejet de son identité, de ses racines ? Non, alors, je crois que vous venez comme moi, vous avez des origines martiniquaises, tout comme moi. D'abord, vous savez que on peut être très marqué par ces questions de couleur de peau et même de nuances de couleur de peau entre les Noirs. Et à travers la manière dont Mariette décrit Aline, donc elle dit qu'Aline est noire et elle est même noire plutôt foncée. C'est la première chose qu'elle dit quand la première fois qu'Aline débarque chez elle, elle dit « mais elle est très noire, cette fille », en fait. Et donc, on peut supposer que Mariette est noire, mais un peu plus claire, en fait. Et le fait qu'elle définisse beaucoup les gens par leur couleur de peau, je pense que c'est pas du tout propre aux Blancs de faire ça. C'est-à-dire qu'on est tous marqués par cet héritage colonial ou de l'esclavage qui fait qu'on s'est construit, et beaucoup, nous, les Caribéens, on s'est quand même construit dans des sociétés où le fait d'être noir ou blanc, ou le fait d'être un petit peu plus foncé ou un peu plus clair, ça déterminait énormément de choses dans votre vie. Ça pouvait d'abord décider du fait que vous soyez libre ou en esclavage, ça pouvait décider, et même après l'abolition de l'esclavage, évidemment, les premières élites noires, c'était des personnes plutôt claires de peau, parce que c'était des personnes qui, sous l'esclavage, avaient pu être affranchies, par exemple, et donc, étant affranchies, disposant d'eux-mêmes et de leurs propres ressources, avaient pu exercer des métiers, s'enrichir un petit peu. Et souvent, qui étaient les affranchis? C'était les métis, c'était les enfants des maîtres, etc. Donc le fait que cette palette raciale ait longtemps, même si ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, bien qu'il existe encore énormément de réminiscences de ce passé douloureux dans l'actualité, le fait que cette palette raciale ait été pendant longtemps l'exa-décalque de la palette sociale. Donc, les couleurs de peau ne sont pas juste des couleurs de peau, c'est beaucoup plus. Donc ça reste très important.
Alors Aline qui vient soigner Mariette, enfin l'aider, donc elle a une position de témoin, donc c'est-à-dire que elle écoute Mariette qui parle de sa vie, de sa tragédie, de ses choix de vie, et puis elle est là aussi pour demander mais qui est cette Mame Baby? Alors cette même Babi, c'est un personnage solaire, hein. Donc dans ce quartier gris Oui, qu'on imagine, donc voilà, un peu gris, un peu laid et violent, donc sombre, euh, c'est une lumière en fait, même oui. Babi. En tout cas, c'est ce que les autres en ont fait. Mhm. C'est ce qu'elle a fait d'abord d'elle-même, parce qu'elle a eu un parcours exemplaire. Donc Oui, c'est une fille de ce fameux quartier, c'est une fille du quartier comme les autres, mais c'est la seule à avoir réussi. C'était une surdouée, oui, c'était une enfant exceptionnelle, et elle a fait de brillantes études. Elle est partie étudier à la capitale, elle a fait des études très prestigieuses, et elle est revenue, parce qu'elle n'a jamais oublié ce quartier, elle y est restée attachée. Et surtout, je dis bien que dès l'enfance, elle s'est sentie responsable de tout ce quartier. Il se trouve qu'elle est morte prématurément et que le mystère de sa mort oui, est une chose aussi que l'on cherche à éclaircir dans en cette effet. histoire. Mais malgré sa mort, elle est restée un personnage extrêmement important parce que justement les autres femmes du quartier s'en sont emparées et elle est devenue une force pour les autres femmes. Donc elle est Oui, devenue une source d'inspiration oui. et une force. Et Ça fait donc, comme une légende, une sorte de mythe. voilà, c'est un mythe, Ouais. c'est même, oui, tout à fait ça. C'est une légende, c'est la légende du quartier en fait, et c'est une légende femme et pour les femmes. Ouais. Oui. Alors, dans votre roman, on retrouve l'esprit caribéen où on dit les femmes sont potomitans parce que c'est vrai, c'est les femmes dans ce livre qui mènent des combats, tandis que les hommes abandonnent. Par exemple, le mari de Mariette a pris la poudre d'escampette quand il a su que sa femme, Mariette, attendait un deuxième enfant. Il y a aussi la violence chez les hommes. Léopold, le frère de Mariette. Il y a Pierre, le fils de Mariette. Tous ces hommes voilà, ne sont pas sympas. Il n'y a que les femmes qui se soutiennent en fin de compte. Alors, je mettrai quand même une nuance à ce que vous dites, parce que justement, Il y a Boubacar, c'est ça? il y a Boubacar, Oui. Boubacar qui est un personnage positif, mais bon, Oui. C'est un personnage très secondaire, donc on peut Oui. pas. Non, je voudrais revenir sur les femmes, parce que la fin de Mme Babi, c'est quand même un roman que j'ai voulu écrire par opposition au mythe du Potomitan. Ah, Ce ouais. sont effectivement, les femmes sont les héroïnes de ce roman, ce sont les personnages centraux, mais ce ne sont pas des Potomitans. Ouais. Et je m'insurge un peu contre le mythe du Potomitan parce que ce mythe est pratique, c'est-à-dire qu'il sous-entend que les femmes peuvent tout supporter, qu'elles restent toujours debout, Oui. on peut les abandonner, elles vont élever leurs enfants, assumer, Oui. tout ça en serrant les dents, en s'attachant les reins, comme on dit chez nous, et puis elles vont rester droites. Or, c'est pas vrai. Et moi, l'envie d'écrire ce roman m'est venue parce que j'ai beaucoup regardé les femmes antillaises. J'ai grandi au milieu de femmes antillaises, je les ai regardées. Elles m'ont toujours fascinée, beaucoup plus que les hommes. Oui. Vous avouerez que les hommes m'ont beaucoup moins intéressée. Mais les femmes m'intéressaient parce que j'aimais les regarder la manière dont elles recevaient une forme de violence ou une forme d'injustice, et dont parfois, malheureusement, elles la transmettaient à leur tour. Et aux autres femmes notamment. Mais tout m'a intéressée chez les femmes, pas seulement les bons côtés, pas seulement cette espèce de mythologie de la femme debout et forte Oui, et toujours forte. forte. Moi, je me suis aussi intéressée à celles qui sont pas fortes, celles qui n'y arrivent pas, et qui doivent justement, non seulement elles doivent supporter ce qu'elles reçoivent de drames dans leur vie, mais en plus elles doivent supporter cette culpabilité de n'être pas fortes, alors que on a cette espèce de mensonge, en fait, qui voudrait que la femme se relève toujours, forme ses châtaignes, on dit ça chez nous, la femme est comme une châtaigne, si elle tombe, elle repousse. Oui. Mais c'est pas vrai, il y en a plein qui tombent et qui s'écrasent. Et moi, j'en ai vu plein des femmes qui n'ont pas tenu le choc de l'abandon des hommes, de la violence Oui. des hommes. Elles ne l'ont pas tenu, ce choc, et parfois, elles sont devenues des mères maltraitantes, ou elles sont devenues odieuses avec d'autres femmes. Il y a des épouses et des maîtresses qui s'entre-déchirent.
Et donc, la fin de Mam Babi raconte aussi ça, et notamment le personnage de Mariette. C'est pas un hasard si j'ai voulu justement qu'elle soit non pas debout, mais assise. Elle est Oui, assise pendant tout le roman, elle est assise dans ce rocking chair et elle se balance dans ce rocking chair. exactement. Oui. Donc, Mariette, pour moi, c'est l'antipotomitan. Mhm. Donc, les femmes sont diverses. Il y a celles qui se relèvent, il y a celles qui sont fortes, il y a les Mam Babi. Mais comme dit beaucoup Mariette dans ce roman, tout le monde ne peut pas être Mam Babi. Oui. Donc voilà. Alors, pour comprendre aussi Mam Babi, j'ai compris qu'elle venait du continent, on ne sait pas quel pays, hein, du continent africain. C'est parce que il y a une histoire où deux femmes portent leur bébé dans le dos. Et là, je dis, ah d'accord, elle vient du continent. Oui. Oui, j'avais envie. Alors, encore une fois, les lieux ne sont pas nommés, Oui. les personnages ne sont pas clairement identifiés. Ouais. Mariette et Aline, on sait qu'elles sont noires, on ne sait pas si elles sont antillaises, africaines, Oui, on ne sait, ouais. ou encore autre chose, je ne sais pas. Ça, je ne le dis pas, mais j'avais envie, effectivement, que Mam Babi soit africaine. Peut-être parce que je suis caribéenne et j'avais envie, à travers elle, de tisser un lien. Parce que nous, les Caribéens, souvent, on connaît mal l'Afrique. Mhm. Souvent, on n'y a même jamais mis les pieds. La plupart d'entre nous n'y ont jamais mis les pieds. Et on a une Afrique fantasmée, idéalisée. Et Mam Babi est un personnage très idéal. Ouais. Elle n'a pas de défaut. Oui. Elle est parfaite. donc c'est peut-être... Mam Babi, c'est peut-être mon Afrique idéale aussi, mon africaine idéale. Et c'était une envie que je ne saurais pas forcément expliquer, d'ailleurs. Cette envie qu'elle soit africaine, en fait. Oui. Ouais. Vous m'aviez dit un peu Peul au début. Avant Oui, l'émission. c'est-à-dire que... Alors ça, c'est peut-être un clin d'œil aussi dû au fait qu'on me prend souvent... moi, on m'attribue Oui. à peu près toutes sortes d'origines, qu'elles soient asiatiques ou africaines, ce qui m'amuse Oui. toujours beaucoup. Mhm. D'ailleurs, parfois, je ne dément pas, je laisse quand les gens me demandent d'où je viens, ce qui m'arrive quand même assez souvent en France. Oui, oui. Je réponds pas à la question, je demande à la personne, à votre avis, d'où je viens. Et c'est jamais la même chose. Et ça peut être et les gens, en général, ce qui m'a toujours amusé, c'est que les gens sont très précis. Ils m'attribuent, j'ai d'ailleurs écrit un poème là-dessus, ils m'attribuent une ethnie très précise et très localisée. Donc, par exemple, on me dit pas que je ressemble à une Peul, on me dit, vous ressemblez à une Peul de Guinée. Vous êtes exactement une Peul de Guinée, par exemple. Oui. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. D'accord. Mais on me prend aussi pour une Sri Lankaise, hein, donc il n'y a pas de problème. Oui. Donc, donc je pense que le fait que Mam Babi soit Peul, enfin en tout cas Babi, c'est un nom que j'ai trouvé j'ai trouvé ça sur internet dans une liste de noms Peul, donc a priori c'est un nom Peul. Je pense que c'était un clin d'œil aussi au fait qu'on me prenne souvent pour une Peul, oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Gaëlle Octavia, de nous avoir dessiné un peu les quatre femmes, leur parcours dans la fin de Mam Babi. Je vous invite à découvrir ce roman. Je vous propose tout de suite la deuxième partie de l'émission, Carte sur table. Gaëlle Octavia, vous écrivez des pièces de théâtre, vous êtes peintre, vidéaste. Alors, comment arrivez-vous à utiliser tous ces dons, voilà, parce que c'est de la polyvalence quelque part? C'est plus de l'exploration, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention de maîtriser tous ces outils. Ça reste une exploration. J'ai abordé tout ça en autodidacte, puisque moi, ma formation n'est pas une formation artistique, j'ai une formation scientifique. Donc c'est encore autre chose. Oui. Donc je n'ai pas étudié en fait tous ces outils. En revanche, je les ai pratiqués depuis longtemps, depuis l'enfance pour certains. Et ça reste vraiment des outils, c'est-à-dire c'est une exploration, ça me permet de m'exprimer. Le fait que j'ai besoin de beaucoup d'outils différents pour m'exprimer vient peut-être du fait que j'ai été une enfant extrêmement timide et que peut-être l'expression normale ou naturelle ne m'était pas tellement accessible, donc j'ai très vite eu besoin d'autres vecteurs en fait pour m'exprimer. Oui. Et donc j'ai fait feu de tout bois, j'ai puisé partout. Et la vidéo étant la dernière chose que j'ai découverte, donc il y a une dizaine d'années. Et voilà, je me suis aussi approprié ça, même si j'en fais beaucoup moins aujourd'hui parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de matériel. Oui. Mais voilà, ça reste une exploration libre. Alors, vous êtes aussi, donc, comme je disais, dramaturge, pièce de théâtre. Est-ce que ça a été aisé pour vous d'écrire le roman, ou alors on s'éclate plus, il y a moins de contraintes quand on écrit des pièces de théâtre?
Ce sont deux écritures très différentes, mais alors, c'est vrai que j'ai publié du théâtre avant de publier du roman. Mais en fait, Oui. j'écris du roman, j'ai commencé à écrire du roman avant d'écrire du théâtre. Le théâtre, c'est même ce qui est venu en dernier, parce que j'écris depuis l'enfance et mes premières tentatives, alors évidemment, j'ai pas écrit des romans depuis l'enfance, mais j'ai essayé, en tout cas, enfant, quand je disais que j'écrivais, c'était du roman. J'essayais Oui. d'écrire des romans, parce que je lisais des romans pour enfants. Et je voulais écrire des romans. Donc le roman est plus ancien chez moi, en fait. Je me suis formée au roman depuis beaucoup plus longtemps que le théâtre. Le théâtre est venu chez moi à partir de l'adolescence. Alors j'ai joué, j'ai fait du théâtre en amateur, j'ai joué, j'ai mis en scène, j'ai fait de l'impro. Et puis, étrangement, parce que pendant longtemps, j'ai pensé que c'était absolument impossible d'écrire du théâtre. Ça me semblait beaucoup trop complexe. Oui. Il y avait des contraintes, il y avait des enjeux qui étaient beaucoup plus importants à mon sens. Et puis finalement, c'est ce que j'ai fait avant. En tout cas, c'est dans le théâtre que j'ai produit peut-être des textes plus aboutis Oui. avant de pouvoir faire ça dans le roman. Donc, mais je me définis pas comme étant plus dramaturge que romancière, pas du tout. Tout ça, encore une fois, ce sont des outils différents, en fait. Ce sont des formes différentes qui me permettent aussi de raconter des histoires différentes. Il y a vraiment des histoires que je ne pourrais raconter que via le théâtre ou que via le roman. Il y a des choses aussi qui peuvent être plus transverses, mais... Par exemple, vous dites, il n'y a que des histoires que je ne pourrais écrire qu'à travers le théâtre. Quelles sont ces histoires ou qu'à travers le roman? Alors, je pense que la différence, peut-être, entre, en tout cas, ma manière d'écrire du théâtre et celle dont j'écris du roman, c'est que le théâtre me permet de m'emparer de grandes thématiques. Le théâtre me permet peut-être plus d'abstraction, finalement, et de proposer des personnages qui sont beaucoup plus des archétypes. Oui. Alors que le roman m'oblige quand même à inventer des personnages plus réels, plus réalistes, qui symbolisent moins une grande idée, en fait, qui soient moins allégoriques Oui. que dans le théâtre. Et une grosse différence que je remarque, d'ailleurs à mon grand désespoir parfois, entre mes pièces de théâtre et mon roman, c'est que mon théâtre est plein d'hommes. Donc là, vous disiez que dans mon roman, les femmes étaient vraiment mises en avant, Oui. et les hommes étaient assez secondaires. Dans mon théâtre, pour le moment, c'est exactement le contraire. Et c'est quelque chose qui m'a questionnée aussi. Et c'est quelque chose que j'explique par ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme je me sers beaucoup plus du théâtre pour exprimer de grandes idées, et je pense qu'on est dans une langue c'est un grand sujet en ce moment sur l'écriture inclusive, etc. Mais je pense que le fait que le neutre en français soit en réalité un masculin, et en fait ça reste un masculin et pas un neutre. Et c'est pour ça que moi je suis plutôt favorable à toutes les initiatives qui visent à féminiser la langue. C'est que notre imaginaire du coup aussi est très masculin. Et par exemple, si vous voulez parler du problème des migrants, vous allez raconter l'histoire d'un migrant, d'un homme. Parce que si vous racontez l'histoire d'une femme migrante, ça devient un problème de femme migrante. Ce n'est plus général, comme si l'universel est forcément masculin. Et quand on passe au féminin, on est déjà dans le particulier. Oui. Donc les migrants, le pouvoir, vous allez faire un homme de pouvoir, pas une femme de pouvoir, parce que ça va devenir le problème d'une femme de pouvoir, être femme et au pouvoir. Voilà, toutes les grandes idées générales et universelles sont en général traitées au masculin, et malheureusement, j'ai pas échappé à cette règle dans mon théâtre. Mais très bien d'aborder justement ces différences, qu'on appelle ça, on peut dire entre guillemets, d'appartenance, enfin de sexe si on veut, puisque c'est vrai, on parle aujourd'hui d'écriture inclusive, quoi. Votre roman, La fin de Mame Baby, a bien reçu un prix. Oui, il a reçu la mention spéciale du prix Vepler 2017. Et quand vous avez eu ce prix, qu'avez-vous ressenti? Évidemment de la joie et oui, c'est une reconnaissance, En plus, c'est un prix. Je suis très heureuse d'avoir eu ce prix-là parce que le prix Vepler, en fait, c'est un prix assez qui couronne des écritures vraiment originales, qui fait vraiment la place pour des auteurs singuliers, des écritures originales, des romans qui n'ont comme disait sa créatrice Marie-Rose Guarneri, qui est
qui dirige la librairie des Abbesses, qui est une libraire fantastique, qui est très active. Et elle disait, ce sont des livres qui n'avaient pas forcément leur place sur les grands boulevards des grands prix littéraires, c'est-à-dire c'est des livres un peu singuliers, voilà. Et donc déjà être dans la sélection, quand j'ai appris que j'étais dans la sélection de ce prix, j'étais extrêmement heureuse. Alors, en plus, être récompensée, alors là, c'est une reconnaissance qui encourage, bien sûr. Ah oui, bien sûr, et qui pousse à aller encore plus loin, à faire encore mieux, oui, j'imagine très bien. Oui. Nous allons passer, Gaëlle Octavia, à la dernière partie de l'émission, le coup de cœur. Votre coup de cœur, Gaëlle Octavia, vous avez choisi Marie Scondé. Et quel est le livre que vous avez choisi? Alors, c'est Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Oui. Alors, pourquoi Marie Scondé? Pourquoi aussi ce livre, puisqu'il y a d'autres ouvrages de Marie Scondé? Alors, je crois que c'est vraiment le livre de Marie Scondé qui m'a le plus marqué, même si c'est très difficile. Déjà, c'est très difficile de répondre à la question quel est votre livre de chevet ou quel est votre livre de coup de cœur. Et même si j'avais restreint la question au livre de Marie Scondé, c'était déjà difficile de répondre à la question, parce qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres que j'ai aimés. D'abord, Marie Scondé, c'est une grande dame, c'est peut-être la grande dame de la littérature caribéenne. Je ne sais pas combien de romans elle a écrit, mais elle a une œuvre qui est colossale, qui va de romans historiques à des œuvres plus intimistes. C'est vraiment une œuvre d'une immense richesse. Oui. Mais je garde une affection particulière pour Moi, Tituba, sorcière. Peut-être parce que je l'ai lu quand j'étais adolescente. Je l'ai lu pour la première fois. Je l'ai relu beaucoup, parce que moi, les livres que j'aime, je les relis. Mais j'ai dû le lire peut-être à 15 ans ou 14 ans, je ne sais pas. Et il m'a frappée. C'est un livre qu'on peut relire 20 fois, on y découvre toujours quelque chose. Parce que c'est un livre à plusieurs dimensions. C'est-à-dire ça vous raconte une histoire intime. C'est un livre qui vous raconte l'histoire d'une femme, cette femme Tituba, qui va faire des choses complètement folles par amour, notamment accepter de perdre sa liberté, c'est-à-dire de retomber en esclavage alors qu'elle ne l'était plus par amour pour un homme. Chose absolument... surtout pas faire ça. Et voilà, je crois que ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est qu'à la fois, c'était une page d'histoire, puisque ce procès des sorcières de Salem a vraiment existé. Il rend à Tituba un rôle majeur, alors que dans les sorcières de Salem de Miller, par exemple, elle est beaucoup plus accessoire et beaucoup plus périphérique. C'est une histoire de femme. Je pense que j'ai été frappée par la sensualité de ce roman, qui parle vraiment de la femme quand elle désire l'homme qu'elle aime. Il y a tout cet aspect charnel qui est extrêmement fort. En même temps, il y a un aspect intellectuel qui est très fort aussi, puisque c'est un récit d'une grande précision. Je pense que Marie Scondé a dû énormément se documenter. C'est un récit dans lequel on voyage, puisque Tituba passe d'un endroit à un autre. Donc il y a quelque chose d'extrêmement vivant. Il y a des lieux extrêmement bien décrits. Il y a des personnages qui sont d'une grande force. Donc c'est un roman magnifique, en fait, tout simplement. J'espère qu'il aura encore énormément de lecteurs. Je pense que c'est un roman absolument indémodable. Ouais. Et puis cette grande dame qui est Marie Scondé, c'est une bonne entrée dans l'œuvre de Marie Scondé pour ceux qui n'ont pas encore lu, qui ont la chance de ne pas en avoir encore lu, parce qu'ils ont la chance ils vont découvrir Marie Scondé, mais quel bonheur. Et voilà, donc oui, c'est une œuvre extrêmement importante pour moi. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Gaëlle Octavia, de nous avoir présenté votre coup de cœur, un livre de Marie Scondé, Moi, Tituba, sorcière de Salem. En tout cas, merci d'être venu pour nous avoir présenté votre roman, La fin de Mam Baby. Voilà. Alors, on peut dire aussi Mam Baby. Hein, oui, moi, je laisse je ne sais pas moi-même comment il faut prononcer en réalité. Moi, je dis Mam Baby, mais... Alors, La fin de Mam Baby, voilà, c'est aux éditions Gallimard, collection Continent Noir. Merci beaucoup, Gaëlle Octavia. Merci d'être venue. Et quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.